comme prévu, une émission avec le docteur Love Sisters. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de ton accueil. Alors, j'aimerais aujourd'hui qu'on parle de l'hygiène. Voilà, l'hygiène, en fait, la pandémie qu'on vient de passer et dans laquelle nous sommes encore, nous a rappelé les règles de l'hygiène, nous a rappelé l'importance de l'hygiène, en fait, parce que c'est quand même la base de la médecine. Et aussi loin qu'on aille dans l'histoire, on se rend compte que l'hygiène est intimement liée à la médecine. Figure-toi que, y compris chez les Grecs anciens, le dieu de la médecine, Asclépios, avait une fille, laquelle fille s'appelait Hygie. Donc Hygie qui a donné son nom à l'hygiène. Donc on voit à quel point l'hygiène et la médecine étaient liées. Et il y a beaucoup de personnes qui mélangent, qui parlent de l'hygiène les dates, qui mélangent les dates, les siècles. Voilà, en fait, oui, il y a des idées reçues et préconçues qui effectivement sont assez fausses. Bon, l'hygiène, Hippocrate déjà considérait qu'il n'avait pas les moyens de faire des diagnostics approfondis, mais considérait que pour prévenir les maladies, dans la prévention des pathologies, plusieurs choses étaient importantes. L'hygiène corporelle d'une part, l'hygiène mentale, l'hygiène de vie, la pratique du sport, une alimentation équilibrée, tout ça fait partie de l'hygiène. Les Grecs anciens utilisaient plutôt l'hygiène plutôt dans des bains. Et pour eux, l'hygiène, c'était surtout à partir contrairement à ce qu'on nous de nos jours, et plutôt à partir de l'eau froide, parce qu'ils considéraient que l'eau chaude ramollissait un peu tout. Donc, ça pensait qu'effectivement, l'eau froide tonifiait. C'est à être le contraire après chez les Romains, qui dans les thermes, donc eux ont appris avec l'âge à stocker l'eau, à distribuer l'eau, à utiliser l'eau par tous les moyens pour arriver donc au terme et utiliser plutôt à ce moment de l'eau chaude. Dans les termes, ce qui était important chez eux, c'était non seulement la notion d'hygiène, mais toute la notion sociétale, parce qu'à l'intérieur des termes, on pouvait se rencontrer, on pouvait échanger, on pouvait traiter des affaires, on pouvait traiter les affaires de la cité, les res publica. Donc ça, c'était quelque chose d'important pour eux. On se rend compte que depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours, ce qui est important, c'est l'usage de l'eau dans l'hygiène. Au Moyen-Âge, on utilisait, et contrairement à ce que croient beaucoup de gens, les étuves qui ont un rôle... C'est quoi les étuves ? Les étuves, mais c'est surtout par des bains de vapeur et par l'eau chaude, en fait. Mais ça servait non seulement à l'hygiène, mais ça servait aussi aux rencontres, et ça servait aussi d'échanges, y compris d'échanges sexuels, parce que c'était des rapports à deux, voire à plusieurs à l'intérieur des études. C'était pas bon, ça. C'était pas bon. Ça servait, ça participait aussi quand même bon, à l'hygiène, à l'hygiène mentale, à l'hygiène mentale et l'hygiène corporelle. En fait, le Moyen Âge est beaucoup plus orienté sur l'hygiène que ce qu'on a tendance à considérer. Et l'hygiène se dégrade après, avec l'arrivée des principales épidémies à partir de la fin du XVIe siècle et l'arrivée de la Renaissance. Bye bye. Prenez soin de vous. À très vite. Prenez soin de vous. Protégez-vous et prenez soin de nous aussi surtout. Alors, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Je suis toujours accompagnée du docteur Love Sisters. Bonjour Myriam. Et nous allons là parler d'un sujet qui plaît beaucoup. Voilà, Au moins, les trois quarts adorent. Bonjour à tous. Mis à part peut-être le diabétique, mais le diabétique, il a le droit aussi. Le diabétique a le droit aussi. On va justement te l'expliquer. Le diabétique a le droit aussi. Mais, bon, comme on arrive proche des fêtes, donc, je voulais faire une petite diversion à travers des sujets qui sont plus ou moins graves certaines fois et vous parler des bienfaits du chocolat. Voilà. Donc, les bienfaits du chocolat, on les connaît depuis très longtemps parce que le chocolat faisait partie de la pharmacopée des civilisations précolombiennes. Le chocolat... C'est du magnésium, c'est ça ? C'est entre autres du magnésium, c'est beaucoup de choses, qu'entre autres du magnésium. Le chocolat était utilisé au niveau des civilisations précolombiennes, tant pour soigner les fièvres que pour soigner les viroses, que pour soigner les gastroentérites. Et, ça, j'ignorais, tu vois. Le plus proche de nous, peut-être autre chose que tu ignorais, tu connais certainement, on dit qu'il faut en citer trois, mais là je vais en citer que deux marques de chocolat, qui sont le chocolat Nestlé et le chocolat un peu plus français, qui est le chocolat Meunier, dont on parle. Mais à savoir qu'à l'origine, messieurs Nestlé et Meunier étaient des pharmaciens avant de faire du chocolat.
D'accord. Voilà. C'est intéressant, hein. C'est intéressant, ça. Voilà, donc comme quoi ça nous a suivi même maintenant. Alors le chocolat, les bienfaits, ils sont de deux grands ordres. Pourquoi le chocolat a ses bienfaits? Déjà, c'est parce qu'il est très riche en oligo-éléments. Donc tout à l'heure, tu as parlé du magnésium, on a aussi du phosphore, on a du sélénium, on a du potassium, on a donc, des éléments qui sont à la fois par certains côtés relaxants et qui agissent sur le bien-être. Mais on parle surtout du chocolat comme plaisir, comme relaxant, antidépresseur, etc. en hiver. C'est plutôt une légende urbaine qu'autre chose, parce que Oui, pour avoir, potassium, ça excite le cœur quand même. pour avoir un effet antidépresseur, il faudrait le consommer à des doses beaucoup plus efficaces, beaucoup plus importantes que Voilà. celles qu'on peut le consommer tous les jours. À savoir que la consommation de chocolat, comme tout médicament, on peut dire, entre guillemets, si elle devient excessive, elle devient nocive. Hein. Donc, voilà. Tout abus devient nocif. Tout abus devient nocif, exactement. Hein. Donc, ensuite, on va avoir, et c'est certainement le côté le plus important du chocolat, beaucoup plus que le côté antidépresseur. On va avoir un côté surtout antioxydant, et à visée cardiologique. Savoir qu'il contient, comme le vin rouge par exemple, des polyphénols, comme le flavanol par exemple. Hein, et ces antioxydants vont avoir, qui dit antioxydant, dit deux grands axes dans lesquels qu'on va pouvoir retrouver à dose, disons, consommation quotidienne autour de 2 à 4 carrés de chocolat par jour. Ah, quand même. Oui, tout à fait. C'est pas Et mal, donc ça. là, on a un effet antioxydant qui est un effet anti-vieillissement, dont on va pouvoir voir les effets au niveau de la peau, par exemple. Mais qui dit anti-vieillissement, régulation du vieillissement de la cellule, dit aussi un effet sur les cancers. Hein, voilà. Sur des petites choses anecdotiques, mais qui montrent aussi ses capacités. Au niveau du foie, tout le monde dit que le chocolat, c'est pas bon pour le foie. C'est pas bon pour le foie si on en mange trop. Et surtout si on mange du chocolat au lait, comme certains. Puis surtout, il y a certains qui mangent Voilà. les tablettes de Des chocolat. tablettes de Là, chocolat les gamins entières. montent, hein, là. Voilà. Mais absolument. Mais consommer à petite dose, en étant antioxydant, anti-vieillissement, le chocolat va diminuer le vieillissement et l'inflammation au niveau du foie. Et on a même pu mesurer ses capacités bénéfiques dans des pathologies comme l'hépatite C ou le sida. Ah oui, Les atteintes hépatiques de l'hépatite C ou du sida. d'accord. Hein, voilà. Plus prosaïquement, et des choses qui sont quand même plus courantes, l'effet antioxydant du chocolat, il va se retrouver au niveau vasculaire. Savoir que le chocolat va entraîner une dilatation des artères, donc une augmentation de l'apport de l'oxygène, hein, et va entraîner en même temps une plus grande fluidité du sang. Il a une capacité anticoagulante. Hein. Intéressant. Donc, en fait, il va s'opposer à la formation de caillots. Et une consommation quotidienne de chocolat de 2 à 4 comprimés par jour, on a mesuré que ça pouvait diminuer... Tu parles de comprimés, toi? Carré, pardon. Je vois comme quoi le lapsus est intéressant quand on le considère vraiment comme un médicament. Parce que finalement, C'est un médicament. C'est un médicament. On a pu mesurer que alors, si on emploie les termes à la mode, on va dire maintenant c'est alicament. Alicament. Parce que c'est à la fois aliment et médicament. Cet alicament, on a pu mesurer que par ses capacités, diminuer de 37% l'incidence des infarctus du myocarde. Ah, ça, c'est intéressant. Pourtant, tu m'as dit qu'il y avait du potassium, mais c'est interdit, le potassium pour le cardiaque. Et diminue de 48% l'incidence des accidents vasculaires cérébraux. Incroyable. Donc, en amenant de l'oxygène, en amenant une dilatation des artères qui va faire diminuer la tension artérielle. Donc, c'est un hypotenseur, le chocolat. Hein, à savoir, on va avoir une diminution des accidents au niveau cardiaque et au niveau cérébral. Et en plus, l'amélioration de la vascularisation au niveau du cerveau va augmenter les capacités cognitives. On est en train de mesurer l'efficacité du chocolat sur la maladie d'Alzheimer. Incroyable, incroyable. Je suis très surprise et 3-4 comprimés par jour. Je me moque. Ça te va bien, ça? C'est pas mal. Aurais-tu quelque chose de nouveau à dire sur le chocolat? Parce que c'est quand même un traitement facile à utiliser. C'est un traitement facile et qui a été utilisé depuis très longtemps.
ses principes actifs. Le principe actif du chocolat, principe de base du chocolat, c'est ce qu'on appelle la théobromine, comme la caféine dans le café, la théine dans le thé. Exact. La théobromine, pour ce qui est de l'activité antioxydante, elle est 4 à 5 fois plus importante que le thé noir et 2 à 3 fois plus importante que le thé vert. Incroyable. Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu sais d'où vient le nom théobromine Non. Alors, je pense que ça pourrait être notre conclusion à notre émission. Le principe actif du chocolat, théobromine, c'est un nom qui est composé à l'origine grecque de 2 mots, théos et bromène. Théos, c'est les dieux. Entre autres, la théologie, c'est l'étude des dieux. Et bromène, c'est la nourriture. Donc, comme quoi, même les anciens, du temps de Socrate, considéraient le chocolat comme la nourriture des dieux. Bon appétit à tous. Bon appétit à tous. On vous remercie beaucoup. Je te remercie Merci, beaucoup. Myriam. Et Dr Love Sister et moi-même, on vous dit bye bye. À la prochaine fois. Eh ben, écoute, on devait parler des diverticules, mais je crois qu'on va remettre ça, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Parce que toi, tu peux parler de tout, t'es comme moi. On peut parler de tout, bon, y a pas de on est problème. très libre en plus. Voilà, tout à fait, il n'y a pas de problème. Voilà. Nos amis le sont aussi, donc ça tombe bien. Un monsieur m'a posé la question, il a dit, voilà, j'ai un problème. Évidemment, je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui posent des questions en ce moment. Je pense que c'est plutôt à cause de toi qu'à cause de moi, mais bon. Je ne crois pas encore, mais enfin là, pour l'instant, il y a des questions qui se posent. Ça, c'est le principal. On ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions. Hein, donc, il m'a parlé, excusez-moi, de ses testicules. Ah ben, écoute, ça fait partie des choses de la vie, comme dirait l'autre. Il a grossi du testicule du double. Donc, il a eu peur, bien entendu, d'un cancer. C'est toujours mais impressionnant. C'est pas un cancer. Voilà, c'est pas un cancer. Alors, il faut diversifier, il faut prendre effectivement les choses par. Donc ça arrive. Déjà, tout dépend de l'âge qu'il a, ce monsieur. A priori, il n'a pas voulu me le dire, mais je pense qu'il doit avoir une cinquantaine d'années. Voilà, chez un homme de 50 ans, bon, le cancer de testicule peut encore se voir. C'est plus rare que chez un adulte jeune, ça peut encore arriver. Par contre, on peut avoir après, effectivement, des augmentations de volume. Alors, c'est pas l'augmentation de volume du testicule proprement dit, c'est une augmentation de volume au niveau du scrotum, c'est-à-dire la poche qui contient les testicules. Déjà, est-ce que tu sais pourquoi les testicules, contrairement aux ovaires, sont à l'extérieur du corps et pas à l'intérieur du corps comme les ovaires? Pas du tout. Ah, pourtant, c'est très important comme ça, comme notion. Mais figure-toi que chez les hommes, les testicules sont à l'extérieur du corps. Mais nous, on en a à l'intérieur, alors. Oui, justement. Mais ça, c'est très important. Ça, on pourra y revenir dans une prochaine émission, parce que je pense que c'est une chose très importante à expliquer aux enfants en particulier et aux petites filles qui se pensent privées de quelque chose. C'est qu'elles ont à l'intérieur ce que nous avons à l'extérieur. Nous, à l'extérieur, ça se voit. Vous l'avez à l'intérieur, ça se voit pas, mais c'est pas pour ça que vous ne l'avez pas. Ça, je pense qu'il faudra revenir dessus sur une prochaine émission. C'est très important chez les enfants. Je pense que c'est un sujet intéressant quand les testicules. Pour les complexes de castration chez l'enfant, c'est très important d'expliquer ça. Par contre, je sais que quand contre, après, donc, pour ce qui est de l'augmentation du volume des testicules, ou plus exactement de l'augmentation du volume du scrotum, ça se voit parce que c'est à l'extérieur. Et nos testicules, à nous, contrairement aux ovaires à vous, sont à l'extérieur tout simplement pour être à une température inférieure à la température du corps. D'accord. Parce que je te rappelle que ça a été développé, plus ou moins abandonné, mais c'est quand même dans les tuyaux et dans l'air du temps. Un autre moyen de contraception que la pilule serait de chauffer les testicules. Et c'est même pour ça qu'à un moment donné, on a un peu dit que... Comment on peut les chauffer? On peut les chauffer, alors artificiellement, mais bon, c'est pas utilisé comme moyen de contraception, ça je te le concède. Par contre, ça peut avoir une incidence dans certaines professions, et y compris dans certaines façons de s'habiller. C'est pour ça qu'on a dit à un moment donné que les jeans trop serrés pouvaient entraîner des stérilités chez l'homme, parce qu'effectivement, on a un maintien de testicules à une température supérieure à ce qui devrait être. Pareil chez les qui travaillent en fonderie, par exemple, chez les maîtres verriers ou autres qui travaillent devant des sources de chaleur. Ils deviennent stériles. Plus de 1200 degrés, par exemple. Donc, ils doivent avoir des protections, parce que la chaleur va entraîner une stérilité. Dans le cas de ce monsieur, je pense qu'on va faire tout simplement un hydrocèle, c'est-à-dire un épanchement à queue dans le scrotum,
qui est un épanchement liquidien. Ce ne sont pas ces testicules qui ont augmenté de volume. On peut le rassurer par rapport à ça, surtout s'il a fait des examens Par ponction qui montrent qu'il ne s'agit pas d'un cancer de testicule. Donc ce n'est pas le volume du testicule qui a augmenté, c'est le volume de ce qui est autour. Et effectivement, ça peut, sur une inflammation, par exemple, testiculaire ou une inflammation des bourses, on peut avoir cette sécrétion de liquide. Et comment on veut pratiquer une ponction, quoi? On peut pratiquer une ponction, tout à fait. On peut mettre sous traitement anti-inflammatoire aussi pour diminuer l'inflammation, avoir une réduction du volume. On va continuer sur les testicules pour la prochaine émission. Je vois que ça te plaît, donc je vous Non, c'est pas que ça me plaît. C'est pas que ça me plaît. C'est que moi, j'étais très intéressée de voir ces hommes nus, mais je regarde pas les hommes nus. Hein. Non, je te sens toute frétillante là. Mais, vu que quand je leur fais des piqûres dans les fesses et tout, je vois. Non, mais on est obligé de reprendre la discussion parce qu'elle n'est pas finie. Elle n'est pas terminée. Voilà, elle n'est pas terminée cette discussion. Donc on vous dit à très bientôt et on vous dit bye bye. Bye bye. Bonjour à tous. Bonjour, ça bonjour. fait plaisir d'être là. Donc là maintenant ça commence vraiment à poser des questions sur les réseaux. Ça commence à poser des questions et un mal du siècle un petit peu, si on peut dire, mal-être qui s'est vu très largement amplifié par la crise sanitaire qu'on a traversée et qu'on traverse encore, qui est beaucoup lié au problème d'isolement, de confinement, de télétravail. C'est tout ce qui et de questionnement. Et de questionnement. C'est tout ce qui a pu avoir lieu sur l'épuisement professionnel et sur le burn-out, en fait. Donc, on a vu pendant cette crise une explosion du taux de burn-out. Savoir que si on regarde le pourcentage des gens qui étaient en burn-out, qui touche surtout les personnes à haute responsabilité, personnes d'un milieu social plutôt élevé, qui touchent des personnes au niveau du milieu de la santé également. Hein. On a vu pendant les périodes de 2010 à 2018-2019 un taux qui était de 3 à 5% de burn-out chez les personnes qui travaillaient. Et ce taux, pendant et après la crise sanitaire, est passé de 3 à 5% à 30, 40, 50%. C'est énorme. Des personnes. C'est énorme, surtout qu'on sait que le burn-out arrive comme ça. Voilà, le burn-out, il est insidieux. Il est tout à fait insidieux. Il se traduit par des symptômes qui arrivent progressivement, qui sont un désinvestissement professionnel avec un éloignement par rapport aux personnes dont tu es censé t'occuper, dont tu es censé traiter. Il y a quelque chose, on peut dire en quelque sorte une chosification de ces personnes. Ensuite, on a une problématique d'épuisement par des troubles somatiques, troubles du sommeil, etc. Et du comportement, je pense. Et du comportement, oui. Absolument. Hein. Donc, la meilleure des choses, c'est, dans un premier temps, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir éloigner le sujet, la crise, en quelque sorte. Ça peut être par un arrêt de travail, mais il ne faut pas que ces arrêts de travail soient trop longs, parce que si tu éloignes la personne trop longuement de son travail, on va avoir le sentiment d'inutilité qui s'est créé pendant le burn-out, qui va ressurgir et qui va prendre le dessus par rapport à l'effet bénéfique qui est recherché. D'accord. Mais la situation elle peut être quand même assez intéressante, c'est que la personne soit accompagnée, s'en rendre compte, parce que si quelqu'un est seul, il va mettre du temps, ou elle va mettre du temps. Le plus important, c'est de pouvoir parler, c'est de pouvoir mettre les mots sur les mots MAUX, et d'être accompagné donc par une prise en charge au niveau psychologique. Et le burn-out, tu ne trouves pas qu'il ressemble étrangement à la mélancolie? Le burn-out ressemble à la mélancolie. Le burn-out, c'est un syndrome dépressif, c'est une dépression. Dans le traitement du burn-out, on peut aller de la période simplement qui peut être un traitement boosté avec des petits accompagnements, avec des plantes, etc., jusqu'à des traitements par des antidépresseurs. Oui. Alors, je vais te poser une question, Alain. Quand on dit mélancolie, on trouve ce mot très joli.
La mélancolie, c'est quelque chose de dramatique. C'est beaucoup plus grave qu'une dépression. La mélancolie, c'est une maladie mortelle. Voilà. Donc, il faut quand même le savoir. C'est là qu'ont lieu le plus grand nombre de passages à l'acte pendant une maladie psychologique. Donc il ne faut pas penser que quelqu'un qui est mélancolique, c'est bénin. Quelqu'un qui est mélancolique, c'est quelqu'un qui est en danger de mort. Voilà, en danger de mort. Voilà. Merci de tes questions. Merci et à très bientôt. Rebonjour. Rebonjour. Très heureux d'être avec vous pour une nouvelle semaine. Tu sais que les chroniqueuses m'habillent très rapidement, des habits très rapidement. Quand tu m'attends, et ça va très vite. Ça va très vite. Et donc là, tu as eu d'autres questions. Ça commence à bien marcher. Pareil, ça marche bien, on a de plus en plus de questions. Et puis bon, on retrouve, c'est vrai que pour le moment, on retrouve quand même des questions qui sont assez courantes. Et il y a un mal qu'on a appelé le mal du XXe siècle, il reste à savoir s'il deviendra le mal du XXIe siècle. C'est le mal de dos. Le mal de dos qu'on a quand même qualifié de mal du siècle. Oui. Au siècle dernier. Oui. Il faut savoir. Mais est-ce qu'il n'aurait pas existé toujours Moi, je pense qu'il va exister toujours parce que, en fait, ce mal de dos, il était pris à l'envers pour moi. Il y a quand même un grand paradoxe au niveau du XXe siècle. C'est que c'est le XXe siècle, c'est quand même le siècle de la mécanisation. C'est le siècle de l'automatisation. Donc, c'est le siècle où on est censé avoir diminué les charges les plus contraignantes pour le corps et pour les ouvriers, pour l'ensemble des travailleurs. Et malgré ce, on retrouve un grand pourcentage de personnes qui souffrent du dos. Alors, pour moi, le mal de dos, en fait, pendant très longtemps, a été traité contrairement à la façon dont il devrait être traité. Le mal de dos, on a un mal qui était traité par le repos. On faisait alité les gens, on les faisait coucher même sur des planches, etc. Alors que le mal de dos simple, qui dû surtout à des contractures douloureuses au niveau du dos, nécessite une reprise en charge rapidement au niveau d'une activité. Comme la piscine, par exemple. Comme la piscine. Alors, une activité douce, bien sûr, pas une activité traumatique, il ne suffit pas de faire du saut en parachute. Hein, mais bon, une activité douce, comme la piscine, comme du vélo, par exemple, le vélo sur route, pas de VTT ou des choses comme ça qui peut être plus traumatique, mais du vélo sur route, le vélo, une très bonne position sur le cadre qui permet d'étirer la colonne vertébrale. Donc, le traitement du mal de dos doit être conçu comme une reprise de l'activité le plus rapidement possible, contrairement à ce qu'il est. Mais souvent, on dit que ce problème arrive aussi psychologiquement. On a une grosse influence du stress sur le mal de dos. Après, c'est une question un petit peu bateau. J'aime pas traiter les choses comme ça, mais quand on dit qu'on a mal de dos, qu'on en a plein le dos, qu'on a mal de dos à cause de ça, après, il faut connaître l'histoire personnelle de chaque individu pour savoir ce que ça peut vouloir signifier par rapport à lui. C'est pas un symptôme qui est polyvalent chez tout le monde. On a fait des progrès pour le dos quand même aussi. On a fait beaucoup de progrès. Comme à la clinique du Parc, c'est 2 professeurs qui ont inventé la cimentoplastie. La cimentoplastie, les disques artificiels, mais là, on arrive plutôt sur une pathologie plus lourde qu'on verra lors d'une prochaine émission. Oui, voilà. Parce que là, ça va être long. Hein. Voilà, oui, tout à fait. Là, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour le mal de dos, alors ? Conseiller pour le mal de dos, c'est une reprise à l'activité le plus rapidement possible, l'activité douce, mais surtout éviter le repos prolongé, éviter l'arrêt de toute activité. Et comme, là, on peut pas préconiser un traitement, mais la personne ne peut pas tenir, c'est là trop mal. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour soulager ? Aujourd'hui, on dit que le Doliprane devient dangereux pour le foie. Donc, le Doliprane a toujours été dangereux pour le foie, mais là je crois qu'on va déborder un petit peu. Mais oui, pour soulager, parce que quelqu'un ne peut pas tenir une journée entière. Mais cette contracture, il faut lutter contre cette contracture en faisant reprendre l'activité. D'accord. C'est un traitement avant tout physique. Malgré tout, on est quand même obligé de prolonger cette discussion. Qu'est-ce que tu penses, et je sais ce que tu en penses, du chiropracteur ? Sur un mal de dos qui est un mal simple, qui est pas. Mais il faut le savoir déjà. Voilà, il faut investiguer d'abord. On ne va pas s'amuser à manipuler les vertèbres chez tout le monde sans savoir ce qu'il peut y avoir dessous. Hein. Après, des gens qui ont travaillé sérieusement la chiropractie ou la médecine physique ou autre, ça a sa place. D'accord. Ça a sa place. Mais
avant d'intervenir, tout thérapeute qui se respecte et qui aura un minimum d'éthique dans son travail va quand même demander un minimum d'investigation pour être sûr de pas nuire plutôt que de traiter, plutôt que de soigner, quoi. Voilà, tu as raison. Et donc, n'oubliez pas que maintenant, le docteur Love-Sister s'est fait une page officielle et vous pouvez d'ores et déjà maintenant lui poser plein de questions. Si vous avez mal au dos, appelez-le au secours, il n'y aura pas de problème. Il arrivera de suite. On vous dit bye bye. Bye bye. Alors nous voilà comme prévu. Et bien jour, ça fait plaisir de vous retrouver. Oui, de nous retrouver, mais oui. Enfin, t'es souvent là quand même maintenant. Hein. Ouais. Donc, bonjour déjà. Bonjour à tous. Et donc nous allons entamer un sujet différent. Un sujet différent, comme à chaque émission. On essaye en même temps de répondre à nos auditeurs, de répondre aux spectateurs. Donc moi, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui m'a demandé de garder l'anonymat, donc bon, on va l'appeler par ses initiales, hein. C'est SL, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais bon. Il ne s'assume pas, quoi, ou elle ne s'assume pas. C'est un gars qui, ouais, tout à fait. Donc bon, c'est quelqu'un qui est assez angoissé et qui me dit, chaque fois que je me plains de quelque chose, on me dit que c'est psychosomatique, je commence à en avoir marre. Donc qu'est-ce que tu en penses? Je pense déjà que si c'est psychosomatique, c'est pas rien, c'est déjà quelque chose. Parce que la médecine psychosomatique, justement, cher ami, on a travaillé dessus pendant longtemps avec mon épouse, et c'est effectivement reconnaître la personne humaine et le patient dans son entité. Hein, c'est-à-dire que pas isoler la tête d'un côté et le corps de l'autre, mais c'est un ensemble, les deux, l'un sur l'autre. Bien sûr. Et donc... lorsqu'on est soumis à un stress, lorsqu'on est soumis à une stimulation... On n'est pas pareil, on est différent déjà. On n'est pas pareil. Il y a trois façons en fait de répondre à ce stress. Soit par le comportement, soit par la parole, soit si les deux voies sont bloquées, le passage de cette stimulation, de ce stress dans le corps, qui peut entraîner des dégâts, qui peut entraîner des problèmes, et même des maladies, je crois. Et des maladies. Si on a la voie du comportement qui est libérée, on est agressé par un stress, on va répondre en se défendant physiquement, on va cogner, on va taper. C'est pas la voie la plus intellectuelle, mais c'est la voie la plus primaire, disons. Si on a la possibilité de parler, on va exprimer, on va verbaliser le problème, on va mentaliser. Mais si on ne peut ni cogner ni parler, on va tout insérer, et à ce moment-là, dans le corps vont se déclencher les mécanismes. On va avoir la sécrétion, par exemple, d'hormones du stress, qui sont le cortisol et l'adrénaline. Et ces hormones ont sur le corps des effets spécifiques, par exemple au niveau de la tension artérielle, par exemple au niveau de la régulation du sucre, qui vont faire qu'on va avoir des hypertensions, on peut avoir des diabètes qui vont se développer. Et ça, ce sont les plus simples, mais tout un tas d'autres maladies. L'avantage de la médecine psychosomatique, c'est que tout est quantifiable là-dedans, en fait. Si tu veux, quand tu as un stress, si tu sécrètes des hormones de type adrénaline ou cortisol, si tu fais une prise de sang, tu peux les doser. D'accord. Mais comment se fait-il que le diabète peut venir par une... Ce sont des hormones qui ont des effets sur l'organisme, des effets, par exemple, au niveau de la tension artérielle, en faisant monter la tension artérielle, des effets au niveau du sucre, en faisant sécréter du sucre et en augmentant le taux du sucre dans le sang. Le taux du sucre dans le sang va être augmenté pour pouvoir répondre à un stress. Mais il y a un rapport, il y a deux phénomènes dans le sang du sucre. Il y a les sucres lents aussi qui peuvent réagir. Ça, c'est au niveau de l'ingestion, c'est au niveau de l'assimilation, au niveau de l'alimentation. D'accord. En fait. D'accord. Voilà. Mais les taux de sucre dans le sang... Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir. Là, on passe au niveau du métabolisme proprement dit. D'accord. Et on va avoir une élévation du taux de glycémie dans le sang par l'intermédiaire. Tout est dosable, en fait. On va avoir le stress, on va avoir le dosage de ces hormones, on peut doser le sucre ou prendre la tension artérielle, voir que tout est corrélé. Et à contrario, si on intervient sur le stress en faisant une analyse, une psychanalyse ou de la relaxation par exemple, on va voir le taux de ces hormones baisser, on va voir le taux de sucre par exemple baisser, et on va pouvoir mesurer une tension artérielle qui va être abaissée également.
D'accord. Ouais. Mais malgré tout, moi, c'est la personne aussi m'a écrit, mais je ne pense pas que ce soit la même personne. Elle a un souci, comme tu disais si bien, c'est complètement différent. Le sucre lent qui se digère, en gros, qui se digère pas, non ? Alors ça, c'est un problème d'assimilation du sucre et un problème... Et là, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Pas grand-chose, un régime ? On peut travailler par un régime, mais si on a par exemple un taux d'assimilation du sucre qui est mal équilibré à cause de certaines hormones, on peut, en travaillant sur le psychisme, améliorer le rendement, améliorer le taux de ces hormones et avoir un meilleur équilibre au niveau de et d'ailleurs, je crois qu'on appelle l'indice de HOMA. L'indice de HOMA, par exemple. D'accord. Je trouve qu'on ne fait pas assez souvent d'examens à ce sujet-là. Quand même. Il y a plein de choses pour lesquelles on ne fait pas suffisamment d'examens, effectivement. Ouais. Et donc, on a malheureusement certaines limites, y compris au niveau financier, au niveau budgétaire, au niveau de la santé, comme tu le sais. D'accord, je comprends. Voilà, mais écoute, je crois que pour une première émission de relance, c'est pas mal. De relance. Donc on vous dit à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Et nous voilà de retour avec le docteur Love Sisters. Donc est-ce que tu as eu des messages ? J'ai eu des messages d'une amie, une fan de l'émission qui s'appelle Clotilde. Et donc, elle m'a posé une question qui est tout à fait à propos, puisque c'est un sujet de médecine courante et qui a été quand même nommé pour être une cause nationale en 2022. C'est l'endométriose, en fait. Donc, l'endométriose, déjà, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est cette chose-là ? Et c'est une chose qui fait souffrir beaucoup de femmes, et comme quand même Love Sister est quand même une chaîne à grande majorité féminine, je crois que c'était intéressant d'en parler. Ça se manifeste comment ? Ça se manifeste. D'abord, qu'est-ce que c'est ? Dans l'utérus, tu as une muqueuse qui s'appelle l'endomètre, qui sert à fixer l'embryon où il se développe. Et dans cette maladie qui s'appelle l'endométriose, on peut rencontrer de la muqueuse utérine dans d'autres endroits que l'utérus. C'est dangereux ? Dangereux, pas spécialement, mais ça fait beaucoup souffrir. C'est une grande cause de douleur chez les femmes. Mais de douleur continuelle ? Alors, plus ou moins continuelle et plus ou moins aggravée selon le cycle, puisqu'on est sur de la muqueuse utérine. D'accord. Elle peut se situer au niveau de l'intestin, elle peut se situer au niveau de l'appareil urinaire, elle peut se situer ailleurs dans l'utérus ou dans les trompes, par exemple. C'est quand même la première cause d'infertilité chez les femmes, il faut le savoir. Elle peut se balader, quoi. Elle peut se balader, c'est une malformation, on appelle ça une ectopie, c'est-à-dire du tissu normal, mais qui n'est pas en situation normale, qui peut se situer n'importe où dans l'organisme. Et moi, j'ai un souvenir jeune étudiant en médecine où on avait reçu une patiente qui était rentrée pour une suspicion de cancer du poumon parce qu'elle crachait du sang. À l'interrogatoire, on s'est rendu compte que c'était chez François-Bernard Michel à l'époque, encore l'époque de la clinique Aiglon à Montpellier. Et cette personne, à l'interrogatoire, on s'est rendu compte qu'elle crachait bien du sang, mais à intervalles très réguliers, c'est-à-dire pratiquement de façon concomitante avec ses règles. Et la recherche, l'investigation a trouvé qu'elle avait de la muqueuse utérine dans le poumon. Et lorsqu'elle avait ses règles tous les mois, elle avait ses règles dans le poumon aussi. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois avoir entendu une personne me dire qu'elle avait justement cette maladie et qu'elle était en chimiothérapie. Alors, en chimiothérapie, non. Là, le traitement, ça peut être plutôt un traitement palliatif qu'un traitement curatif. Le traitement, il va être surtout de deux ordres. Il peut être chirurgical, en enlevant, comme la personne, je te parlais par exemple, et d'autres personnes qui ont des localisations ailleurs, en enlevant la muqueuse qui est malade, ou mal placée du moins, et après, par une hormonothérapie qui est à bloquer le cycle, à bloquer les hormones, puisque cette hormone est sur le plan développé par les oestrogènes, donc sur un plan oestrogénique. D'accord. Et donc, on a la possibilité d'intervenir. Les symptômes les plus courants de la maladie, ce sont des douleurs, donc, comme je te le disais, et des douleurs surtout sur deux plans bien spécifiques, qui sont des règles anormalement douloureuses chez la femme,
Et ce sur quoi maintenant on fait très attention, surtout chez les jeunes femmes, jeunes filles, au niveau des premiers rapports, des rapports anormalement douloureux, des rapports sexuels anormalement douloureux. D'accord. Et c'est même invalidant pour ces personnes-là. En fait. Là, on est obligé de faire quelque chose. Là, on est obligé de faire quelque chose. On est obligé donc d'intervenir au niveau des hormones, d'intervenir au niveau de l'inflammation, puisqu'il s'agit d'une inflammation. Et il y a une piste, moi, que je trouve très intéressante, qui n'est pas une piste curative, mais traitement, comme je t'ai dit, il n'y a pas vraiment de traitement, qui est la piste de l'alimentation, en fait. D'accord. Parce qu'en fait, on a sur l'alimentation, on a une pathologie qui est inflammatoire. On a des choses qui favorisent, des aliments qui favorisent l'inflammation, comme le gluten, comme les sucres. Et de plus en plus maintenant, il y a des personnes comme les sucres en général, comme les acides gras saturés, les viandes rouges, etc. saturées. Donc ça, ce sont des choses à éviter parce qu'elles favorisent l'inflammation et on va automatiquement avoir un accroissement de cette pathologie. A contrario, on a des aliments qui permettent de diminuer l'inflammation et qui sont intéressants, en particulier les oméga 3, et qu'on retrouve dans certaines huiles. Bon, l'huile d'olive, mis à part, pas spécialement c'est l'acide linoléique, c'est pas les oméga 3 dans l'huile d'olive, les huiles de colza, par exemple, les huiles de noix, qui contiennent pas mal d'oméga 3 et qui sont des médiateurs qui permettent de diminuer l'inflammation. Il ne faut pas d'oméga 3. Il faut des oméga 3. Ah, il faut des oméga 3 et enrichir son alimentation en oméga 3 qui sont des vecteurs anti-inflammatoires. Donc s'il y a des questions à poser, ils peuvent écrire. Ils peuvent écrire, tout à fait. On vous remercie beaucoup et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Bonjour docteur. Bonjour, ça va? Toujours en forme? Toujours en forme, toujours en forme. Le sujet aujourd'hui va un sujet qui est un sujet quotidien, qui est un sujet qui intéresse, qui interpelle aussi bien les parents que les médecins, et qui laisse souvent les parents un petit peu dépités et avec un sentiment d'impuissance, c'est la douleur de l'enfant. Donc, la douleur physique, surtout la douleur physique, mais pas que. Je t'expliquerai. Voilà. Donc, effectivement, la douleur de l'enfant, on se rend compte que l'enfant, dès 24 semaines d'aménorrhée chez la mère, c'est-à-dire in utero, ressent la douleur. Voilà. Et ressent la douleur, il va ressentir la douleur malheureusement toute sa vie. Mais il a, par rapport à l'adulte, une spécificité. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, dans la douleur, pour bien comprendre la douleur, il y a deux voies. Il y a les voies ascendantes, c'est-à-dire je te pince, tu sens la douleur, ça monte au cerveau, il m'a pincé la cuisse, j'ai senti la douleur. Et le cerveau qui lui va réagir, là c'était la voie ascendante, le cerveau qui va réagir en envoyant dans la voie descendante des substances, en particulier les endorphines, qui sont un petit peu notre morphine naturelle que nous fabriquons, et qui va atténuer la douleur, réguler cette douleur. Voilà. Et là, elle n'est pas maîtrisée. Alors, chez l'enfant, on a la voie ascendante qui existe depuis donc 24 semaines d'aménorrhée, in utero, dans le ventre de la mère, mais les voies descendantes se forment beaucoup plus tard. D'accord. Donc, en fait, plus il est petit, plus il va ressentir la douleur et moins il va pouvoir la contrôler. Voilà. Donc, c'est un sujet déjà qu'il faut bien comprendre pour comprendre pourquoi l'enfant a mal. Mais aussi pourquoi il a mal et pourquoi il a mal psychologiquement aussi. Alors là, psychologiquement, chez l'enfant, si tu veux, on va avoir deux types de douleurs. On va avoir des douleurs aiguës. Bon, il perce les dents. Il a une otite. Oui. Moi, je fais beaucoup de médecine générale pendant très longtemps. Et pendant très longtemps, j'ai fait les nuits. On m'appelait la nuit, tu te réveilles, tu es enfariné complètement. Tu vas au domicile d'une personne, on t'appelle chez des parents jeunes, c'est l'enfant qui est malade. L'enfant, il s'est réveillé, il hurle, il pleure. Ah, il pleure, c'est très probablement qu'il a mal. Et 9 fois sur 10, après tu as tes réflexes, je prenais mon otoscope, je regardais l'oreille, il y avait une otite. Et c'est bon, vous pouvez y aller, c'est ce qu'il a. Donc ça, douleur aiguë. Douleur aiguë, il faut l'évaluer. Si c'est une otite, tu vas avoir certains médicaments comme du paracétamol, comme de la cortisone qui vont permettre de calmer la douleur. Si l'enfant s'est fait renverser par une voiture, s'il a une jambe brisée en plusieurs morceaux ou si s'est cassé le bras, si tu donnes du paracétamol, ça ne sert à rien. Parce que ça ne va pas être suffisant.
et ça sert à rien parce que c'est du temps perdu. Voilà. Donc là, il faut une chose importante, c'est évaluer la douleur. Évaluer la douleur, ça dépend un petit peu de l'âge de l'enfant. Soit on a un enfant qui est entre 0 et 4 ans, on va surtout l'observer, voir comment il se comporte, s'il a une mimique douloureuse, s'il bouge ou s'il bouge pas, s'il fait mal s'il a une jambe cassée par exemple, il va pas pouvoir bouger sa jambe. Dès que tu vas essayer de la manipuler, il va hurler. Hein. Si l'enfant est plus grand, à partir de l'âge de 4 ans, il peut déjà dire où il a mal, comment il a mal. Le plus important, c'est de rentrer en communication avec l'enfant et de lui expliquer qu'on a besoin qu'il nous aide pour comprendre sa douleur. D'accord. Ça, c'est bon pour les parents aussi. Ça, c'est un message que je veux faire passer aux parents également. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se mettre au niveau de votre enfant. Hein, donc, on se rend compte, même tu aimes les animaux, tout le monde le sait. Quand tu veux t'adresser à ton animal, même ton animal de compagnie, il ne te comprend jamais mieux que quand tu te mets à son niveau. Ah oui. Moi, j'ai des chats. Si tu regardes le chat d'en haut et que tu lui parles comme ça, il ne sait pas si tu l'engueules ou si tu lui veux du bien. Ah oui. Tu te mets à son niveau, il comprend déjà. Et l'enfant, c'est la même chose. Exactement. Donc déjà, ouvrir le dialogue, lui dire que à partir de 4 ans, il commence à comprendre. Lui dire que tu as besoin qu'il t'aide pour que toi, tu comprennes et que tu puisses le soigner. Ça, c'est très important. Après, on a les douleurs chroniques. Et sur les douleurs chroniques, on se rend compte qu'effectivement, on va avoir la psychologie qui intervient beaucoup. Donc ça, on pourra peut-être en parler dans une autre émission. Mais sur une douleur chronique, un enfant qui loupe l'école 2 ou 3 fois par semaine parce qu'il a mal au ventre, et ça dure 6 mois, c'est pas normal. C'est qu'il y a un problème derrière. Ça sert à rien de donner du Spasson ou du Débrida s'il y a une agression à l'école ou si à l'école, il est effectivement pas à sa place ou maltraité. Donc, il faut prendre soin de son enfant. Voilà, tout à fait. Et le surveiller. Ils sont précieux. Bonjour, docteur Love Sister. Bonjour, Myriam. Bonjour à tous. J'aimerais qu'on discute de l'enfant et de l'adolescent en danger. Voilà, l'enfant et l'adolescent en danger, donc un grave problème qui est un problème de santé publique, qui est un problème qui devient de plus en plus prégnant, présent dans notre quotidien. Les enfants en danger, comment on définit un enfant en danger ? La première des définitions, je pourrais dire que c'est l'enfant qui va manquer de ce qui est élémentaire pour lui pour assurer un bon développement à la fois physique et psychique. Hein. Il va y avoir 2 types d'événements, 2 types de maltraitance. C'est tiré de l'anglais, mais je vous expliquerai. C'est les maltraitances par commission. Par commission du verbe commettre. Hein. Ah oui, d'accord. Cette commission du verbe commettre. Hein, c'est-à-dire que l'enfant va être victime de maltraitance, qu'elle soit physique, psychique, sexuelle. Hein. Et dans les maltraitances psychiques, psychologiques, on peut intégrer aussi les problèmes de couple chez les parents et qui peuvent avoir un grave retentissement chez l'enfant. Bien sûr, hein. Bien sûr. Voilà. Et ensuite, les actes par omission, et non plus par commission, mais les actes par omission du verbe omettre, et qui en fait sont des actes surtout liés à des carences, à des absences de soins, à des absences de prise en charge, de soins, que ce soit de soins de bien-être, de soins psychologiques, de soins tout simplement de soins de nourriture, d'apporter la nourriture, privation de nourriture, privation de soins. Donc ça, la grosse difficulté et le gros danger de tout ça, ça va être effectivement le retentissement qu'il va y avoir plus tard sur le développement de l'enfant et sur le développement après de l'adolescent et de l'adulte. Ça change énormément de choses. Une des meilleures façons de s'en apercevoir pour le médecin, c'est tout simplement de consulter les courbes de croissance. Si on a un enfant au départ qui a une croissance harmonieuse, normale, et au bout d'un moment, on a une cassure dans la courbe de croissance, en poids ou en taille, alors qu'il n'y a pas de raison médicale pour l'expliquer, on est en droit et en devoir de les chercher, mais on n'en trouve pas. Il faut se poser la question d'une maltraitance. Bien sûr. Mais quand il n'y a pas de maltraitance, comment le parent, les parents peuvent prendre en charge
l'enfant qui a un problème de ce genre. C'est déjà... Pas de ce genre, mais un problème. Tout à fait. C'est déjà de faire confiance à ce que l'enfant dit. L'écoute alors. C'est l'écoute. C'est l'écoute avant toute chose. Écouter ce que l'enfant dit, se mettre à sa portée, se mettre à sa disposition, ne pas juger, mais en même temps, il faut se connaître. Pour recevoir ces informations, il faut se connaître soi-même. Que l'on soit parent ou que l'on soit soignant, médecin ou paramédicaux ou infirmières ou autres qui peuvent être en contact avec ces problèmes-là, il faut se connaître soi-même, connaître ses propres freins. On va avoir effectivement chacun un propre ressenti. On va être de l'indéni, on va être de la sidération par rapport à cette... On va se sentir démuni. Donc, bien se connaître soi-même avant de prendre en charge et avant d'aller au-devant du problème. Et surtout, qu'on soit parent ou qu'on soit soignant, ne pas rester tout seul par rapport à ce problème. Voilà, en discuter avec d'autres parents, là où les pour pouvoir référer, voilà, tout à fait. Donc en ce moment, après, ça peut augmenter soit au procureur de la République, soit aux instances départementales qui sont les CRIC, qui sont en mesure de recevoir ces informations, de les prendre en charge. Et il vaut toujours mieux se rappeler, quand on est de bonne foi, quand on est imprégné de bonne volonté, qu'il vaut toujours mieux, avec mesure et pondération, mais qu'il vaut toujours mieux en parler, déclarer quelque chose que ne rien dire. Je rappelle que le fait de ne rien dire alors qu'on a connaissance des faits, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Exactement. Même les dénonciations calomnieuses aussi sont punies, je vous le rappelle aussi quand même. Voilà. Mais effectivement, quand on est dans la protection de l'enfant ou de l'adolescent en danger, il vaut toujours mieux parler et après ce sera analysé. Vous n'êtes pas là pour juger, ni l'enfant, ni les parents, ni les personnes extrafamiliales qui peuvent avoir aussi commis des agressions par rapport à l'enfant, mais vous êtes là pour parler. Vous n'avez pas le droit de rester, de faire une non-assistance à personne en danger et laisser une personne dans la peine, dans le besoin. Elle compte sur vous, vous êtes peut-être sa dernière roue de secours. Donc il y a un numéro que tout le monde connaît maintenant, qui est le 119. Pour parler des enfants en danger. Et donc, je crois que c'est très, très, très important d'en parler. Alors, vous appelez le 119 et si vous avez d'autres questions, sur la page Facebook de Dr Love Sister, vous pouvez poser vos questions. Merci beaucoup. Bientôt. À très bientôt. Merci tous les deux. Au revoir. Bonjour Dr Love Sister. Bonjour chère Myriam, bonjour à tous. Toujours là pour bien nous conseiller. On a essayé de vous apporter effectivement un peu plus de connaissances sur des sujets quotidiens, sur des sujets qui nous concernent plus ou moins tous. Un sujet qui te tient à cœur, c'est la fibromyalgie. Voilà, la fibromyalgie, déjà, c'est pour répondre à une question d'une auditrice et une question d'une amie. Donc, je voudrais dédier cette séquence à Audrey. Voilà. Audrey. Je la connais ? Tu la connais pas encore ? Non. Et donc, effectivement, cette pathologie... Elle a été révélée tard, non quand même. C'est une pathologie qui a été révélée tard, qui se révèle justement être une pathologie de diagnostic par défaut au départ. Moi, dans les années, quand je me suis installé, fin des années 80, début des années 90, on ne connaissait pas encore complètement cette pathologie-là, on l'a caractérisée. Mais beaucoup n'y croyaient pas. C'est une pathologie qui est plutôt plus ou moins, désolé de le dire, et qui est plutôt plus ou moins mal vue par les médecins. Si on fait un palmarès des pathologies prestigieuses à prendre en charge par les médecins, on se rend compte, il y a des sondages qui ont été faits pour ça, plusieurs, assez nombreux d'ailleurs, qui montrent que la pathologie la plus prestigieuse à prendre en charge pour un médecin, ce serait plutôt l'infarctus du myocarde, sauver son patient de l'infarctus du myocarde. Et la pathologie la moins prestigieuse qui arrive systématiquement en fin de course sur tous les sondages qui ont été faits chez les médecins, c'est la fibromyalgie. D'accord. Et si souvent, avant il y a quelques années, c'était surtout la femme. C'est surtout une maladie féminine quand même qui concerne quand même une grande majorité de femmes. Hein. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça touche les enfants aussi. Ça peut toucher également les enfants, on s'en rend compte, mais chez l'enfant, c'est quelque chose de différent, de particulier. Je vais t'expliquer pourquoi, en fait. Bon, en fait, chez ces personnes-là, on se rend compte qu'il y en a
Auparavant, on parlait des 18 points de fibromyalgie. On avait 18 points sur le douloureux, sur le corps qu'on recherchait. Si on en avait 12 de positifs, on disait « Ah, c'est peut-être une fibromyalgie ». Aujourd'hui, on va partir sur toute une autre vision. Ces 18 points-là, on les a plus ou moins abandonnés. Et on va se rendre compte, que c'est une maladie qui est surtout marquée par des douleurs qui sont diffuses, des douleurs d'un type un petit peu particulier qui sont plutôt des douleurs de type brûlure, de type sensation douloureuse, mais difficilement analysables, explicables, reproductibles. Et en même temps, ces douleurs vont être accompagnées d'autres troubles fonctionnels qui peuvent parler en même temps dans la fibromyalgie. Ça peut être la colopathie, les gens qui ont des colites, tout simplement, les colopathies fonctionnelles. Ça peut être sur le plan urinaire des cystites à urine claire, des dysuries, des troubles urinaires qu'on va rechercher, sur lesquels on va rechercher, on ne va pas retrouver d'infection urinaire, on ne va pas retrouver des microbes dans les urines, etc. Et c'est la fibromyalgie. Et ça s'encadre dans un syndrome fibromyalgique. Absolument. Hein, voilà. En fait, quand on parle de la douleur, on a grosso modo 3 types de douleurs. Auparavant, on en avait 2. On a la douleur nociceptive. La douleur nociceptive, qu'est-ce que c'est? Je me fais un coup de marteau sur le doigt quand je bricole, je me casse une jambe au ski, j'ai mal, c'est la douleur nociceptive. La douleur neuropathique, c'est la souffrance du nerf lui-même. Bon, le type de douleur neuropathique par excellence, c'est ce qu'on appelle le zona. Zona, qui est en fait un virus, le virus de la varicelle qu'on contracte quand on est enfant. A un rapport aussi non, l'eczéma, on va plutôt le caser dans une maladie plutôt de type qui va pouvoir s'encadrer avec les symptômes qui accompagnent la fibromyalgie. Mais la douleur neuropathique, donc liée au zona, qui attaque le nerf en lui-même et qui va donc dégrader le nerf, et après, on a ce qu'on appelle les douleurs nociplastiques. Alors, les douleurs nociplastiques, c'est une donnée beaucoup plus récente dans l'explication des pathologies médicales. Et cette douleur, en fait, elle va se transformer par une anomalie de la régulation de la douleur. On va avoir des personnes qui sont comme des écorchées vives. Et leur histoire l'explique. Psychologiquement, et même à la limite du psychologique et du physique. Et c'est pour ça que dire que la fibromyalgie peut exister chez des enfants, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on se rend compte que dans l'histoire de ces personnes-là, il faut intégrer tout un passé. On ne peut comprendre cette pathologie que si on s'attache à l'histoire de la personne, à l'histoire du malade. Voilà. Il faut du temps. Voilà, il faut du temps. En fait, on va avoir des récepteurs de la douleur qui auront été mis à nu, quasiment, sur le plan psychique et sur le plan corporel, et qui vont être hyper réceptifs à la douleur, avec un seuil de tolérance à la douleur sur ces récepteurs qui vont être très abaissés. En fait, si tu veux, on a une dissociation corps et cerveau, dans le sens où on a un cerveau qui est en emballement permanent, qui travaille en emballement permanent, qui fonctionne sans interruption, et de l'autre côté, un corps qui est épuisé. Ok. Voilà. En fait, on se rend compte de tout ce que je te dis là, c'est que si sur le plan thérapeutique, on cherche un traitement à cette pathologie qu'est la fibromyalgie, on cherche un traitement à ces douleurs, noyer le patient sous des tonnes de médicaments pour la douleur, sous des tonnes d'antalgiques, y compris de la morphine, ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire 3 choses. Oui, effectivement, on peut donner des médicaments qui vont pouvoir être, pour certains, des antalgiques, oui, qui vont pouvoir être aussi, et on le comprend dans l'histoire, des antidépresseurs. Voilà. Mais ça ne solutionne qu'un tiers du problème. On a un cerveau emballé, il faut le calmer. Comment on le calme? Par des techniques qui peuvent être des techniques de relaxation, de méditation, de psychothérapie, de contemplation. Ça fait baisser le niveau d'activité du cerveau. De l'autre côté, on va avoir un corps qui est affaibli, qui est complètement épuisé. Il faut remettre le corps en marche. D'accord. Et donc, pour remettre le corps en marche, ça va être par des techniques de bien-être, ça peut être par des soins, ça peut être par de l'accompagnement corporel, ça peut être par une reprise progressive d'activité physique, de gymnastique douce, de stretching, d'étirement, par des techniques aussi tout
tout ce qui peut être marche, tout ce qui peut être effectivement mélanger la marche, qui en même temps fait travailler le psychisme. Solution donc, grande, solution. Voilà. Donc on abaisse le niveau de suractivité du cerveau et on augmente petit à petit le tonus du corps en fait. Donc, si on désire avoir plus de renseignements, on peut écrire au docteur Love On peut écrire une petite histoire pour terminer. En fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte, et c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est difficile que ça touche les enfants, tu vas comprendre, sur mon anecdote finale. En fait, quand on étudie les patientes, pour beaucoup de patientes, qui ont de la fibromyalgie, on se rend compte que ce sont, dans plus de 90% des cas, des personnes qui, entre l'âge de 7 et 14 ans, ont eu un traumatisme familial qui ont fait pour une raison ou pour une autre. Est-ce que c'est une raison réelle? Est-ce que c'est une raison suggérée? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est mal passé à ce moment-là? Qu'elles se sont senties désaimées, en carence d'amour par rapport à leur fratrie. Il va y avoir une frustration. Le corps, le cerveau, va tout faire, va s'emballer et va tout faire pour accepter cette frustration, pour la diminuer, pour la métaboliser et pour la refouler. Et le refoulement demande au cerveau énormément d'énergie. Donc, il y a encore beaucoup à et dans leur vie, elles vont avoir, comme un vaccin et une piqûre de rappel, un événement dans leur vie qui va faire que ça va réactiver cette frustration. Ça peut très bien être dans ta famille que tu t'es senti mal aimé par rapport à tes frères, à tes sœurs à un certain moment. Et après, au niveau du travail, quand tu as 40, 50 ans, que tu avais une situation qui était stabilisée et que pour une raison X, il va arriver quelqu'un de plus jeune dans l'entreprise, il va arriver un nouveau patron, tu vas te sentir désaimé. Et ça va réactiver et ça va déclencher la maladie. Avant le déclenchement de la maladie, on retrouve toujours cette notion de vaccin et de piqûre de rappel. Mon Dieu. Bon, donc voilà, je te remercie. Donc, comme je disais, toute question peut être sur les réseaux sociaux du docteur Love Sisters. On vous attend avec impatience, n'hésitez pas. Merci là beaucoup. pour vous répondre. À bientôt. Merci. Bonjour, je suis accompagnée de mon docteur préféré. Bonjour bien. Dans la rubrique Love Sisters, Alain, cher Alain. Aujourd'hui, nous allons parler de la sédentarité. Et Dieu sait ce qu'il y en a à dire. La sédentarité, c'est un fléau parce que d'ailleurs, on fera 2 émissions. La semaine prochaine aussi, je vous donne rendez-vous avec effectivement quelles sont les conséquences de la sédentarité. Mais d'abord, il faut définir ce que c'est que la sédentarité. La sédentarité, c'est quelque chose qui impacte directement notre santé, notre qualité de vie. La santé, en définition, ce n'est pas l'absence de maladie, mais c'est surtout pouvoir profiter pleinement, en toute capacité, à la fois physique, psychologique et sociale, de notre bien-être. Voilà. Donc la sédentarité, il ne faut pas confondre déjà sédentarité et inactivité. L'inactif, c'est quelqu'un qui va avoir moins de 30 minutes d'activité physique par jour, en fait. Donc ça, c'est quelqu'un qu'on va pouvoir qualifier d'inactif. La sédentarité, c'est quelque chose de beaucoup plus pernicieux que ça. La sédentarité, c'est en situation d'éveil, tu es éveillé. C'est psychologique aussi. Toute position allongée ou assise, prolongée, savoir que plus de 6 à 9 heures de position assise ou allongée en étant éveillé par jour augmente la mortalité. D'accord. Alors donc tout travail bureau, tout travail prolongé assis dans la journée prolongée augmente la mortalité. Il faudrait au minimum toutes les 60 à 90 minutes de position assise pouvoir se lever pendant 2 ou 3 minutes pour bouger. Ah voilà, d'accord. Ça c'est important. D'accord. Donc, et comment on peut s'opposer à la sédentarité? Le meilleur moyen de s'opposer à la sédentarité, c'est l'activité physique. Alors, par activité physique, je ne parle surtout pas de sport. Le sport, c'est une activité physique parmi tant d'autres, dans un milieu encadré, réglementé,
tout sport obéit à des règles et se pratique dans un cadre particulier, mais on peut être sportif, faire du sport et être sédentaire. D'accord. La sédentarité, ce qui s'oppose à la sédentarité, c'est l'activité physique, et l'activité physique quotidienne, dans tous les actes quotidiens de la vie. Comment ? Tu ne prends pas ta voiture pour aller faire tes courses, tu vas à pied. Tu ne prends pas l'ascenseur, tu montes les escaliers. Toute activité d'endurance qui mobilise les muscles, qui mobilise ton corps, d'accord, va entraîner une activité physique et va permettre au corps de se mettre en marche. Ok. Donc, si je comprends bien, il y a, donc, comme ce que tu m'as expliqué jusqu'à présent, si je comprends bien, ça concerne aussi, on peut qualifier de sédentaire quelqu'un qui est en dépression, parce que c'est un muscle, le cerveau. Aussi, bien sûr, c'est une forme de sédentarité, absolument. Voilà. Tout à fait. Donc, en fait, tout ce qui est d'ordre entraînant une inactivité au niveau cérébral, au niveau physique, va entraîner vers une sédentarité. D'accord, d'accord. En fait, par rapport à il va falloir, par rapport à l'activité physique, définir la capacité physique de l'individu. La capacité physique de l'individu, elle est variable selon son âge, selon son sexe, selon son état de santé, etc. Mais une activité physique adaptée à l'âge, adaptée au sexe, adaptée aux capacités de l'individu, dans les limites de l'individu, va permettre de mettre le corps en mouvement. Tu m'as fait sourire parce que je n'avais pas réfléchi. Mais ça fait pas. S'il n'y a pas de sexe, ça fait partie aussi de la sédentarité. Ah oui. Alors, on est en position allongée, mais on n'est pas immobile. Tu m'as fait rire, là. Tu m'as fait rire. On va conclure sur ce sujet. La conclusion du sujet, en fait, c'est surtout de dire que la sédentarité, elle est addictive. Elle est addictive dans le fait où moins on bouge, moins on a envie de bouger. D'accord. Alors comme moi, on fait l'amour et moi, on a envie de faire l'amour. Voilà. On verra ça dans une autre émission. On va conclure. On verra ça dans une autre émission, mais c'est tout à fait exact. Tout à fait exact. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et je remercie beaucoup mon cher ami Alain. Merci Myriam et merci à tous. Au revoir. Alors nous voilà de retour avec le docteur Love Sister sur le sujet de la sédentarité. Nous allons continuer le deuxième chapitre. Voilà, deuxième chapitre, et les conséquences de la semaine dernière. Sédentarité. Les conséquences de la sédentarité, effectivement, c'est un peu un mal du siècle, la sédentarité, comme nous disions dans l'émission précédente. Et les conséquences de la sédentarité, elles augmentent de plus en plus, quels que soient les niveaux d'âge, d'ailleurs, autant chez les adultes que chez les enfants. Et malheureusement, la population en a très, très peu conscience, en fait. De cette, parce qu'en fait, oui, parce que les personnes comme dans beaucoup de milieux, même médicaux, je suis désolée de le dire, mais ils vont dire d'une personne, elle est sédentaire parce qu'elle ne bouge pas de chez elle. Mais ils ne vont pas parler de tout ce qui a été développé la semaine dernière et qui va être encore développé maintenant. Voilà. En fait, le pronostic de toutes les maladies chroniques, que ce soit les maladies psychologiques, tu parlais de la dépression la dernière fois, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit les maladies métaboliques, que ce soit les cancers, tous ces pronostics-là vont être impactés par la sédentarité. Ils vont être aggravés par la sédentarité. La sédentarité elle-même est quasiment à l'origine, on a dénombré aujourd'hui pratiquement de 35 maladies chroniques qui sont directement liées ou provoquées par la sédentarité. C'est énorme. On ne peut pas les nominer parce qu'il y en aurait beaucoup et l'émission durerait très longtemps. En fait, 35 pathologies. Comment on l'explique ? En fait, on va l'expliquer par le fait que la sédentarité modifie. Il y a des choses qui étaient déjà connues. Hypertension, surpoids, troubles des métabolismes du sucre. On sait même que chez les personnes qui sont sédentaires, les taux de sucre, y compris la nuit, sont plus élevés que chez les gens qui sont actifs. Et on a aussi de nouvelles données sur la sédentarité qui sont en fait qu'on peut avoir des troubles hormonaux liés à la sédentarité. D'accord, la thyroïde. Entre autres, hormones sexuelles aussi. On peut avoir
des troubles qui sont liés au métabolisme des graisses, tout ce qui est graisse périviscérale, tout ce qui est graisse abdominale va augmenter par l'inactivité. D'accord. Et par la sédentarité. Donc en fait, ces graisses, elles vont produire des substances qui s'appellent les cytokines. Alors, un petit rappel, quand on a parlé du Covid, on a parlé de tempête cytokinique ou d'orage cytokinique qui fait en fait que le Covid est une maladie inflammatoire. Et pareil, dans la sédentarité, cette accumulation de graisse va produire des cytokines, et ces cytokines, elles vont augmenter l'inflammation. Elles sont des médiateurs de l'inflammation. Elles sont des médiateurs du stress oxydatif. Elles vont perturber la circulation et en particulier la circulation au niveau cérébral. Donc on voit là le lit et en plus de tout ça, elles vont diminuer les défenses immunitaires par cette inflammation. On voit là le lit qui est fait à toutes les maladies chroniques qui peuvent se développer. D'accord. À partir de ce que je viens de te dire là, inflammation, stress oxydatif, baisse des défenses immunitaires, perturbation de la circulation, on va avoir le lit de toutes les maladies chroniques qui est fait. Par contre, lorsque l'on met en marche le muscle, il va y avoir une régulation de son poids, parce qu'on va naturellement perdre du poids. Il va y avoir une régulation du sucre, parce que le sucre est le carburant principal du muscle et du cerveau. Et il va y avoir l'opposé de ce qu'on appelle les cytokines, qui est une substance dont on a pris conscience il n'y a pas tellement longtemps, qui s'appelle les myokines. Et ces myokines vont avoir un effet anti-inflammatoire, vont diminuer le stress oxydatif, vont booster les défenses immunitaires et vont favoriser la circulation, et en particulier la circulation au niveau cérébral. Voilà. Donc tout le gain de ce qui est l'activité. C'est nous qui la produisons nous-mêmes. C'est nous qui la produisons nous-mêmes par le métabolisme musculaire. C'est très intéressant. Voilà. Très intéressant. Voilà. Donc, en fait, comment prévenir et comment pallier la sédentarité, c'est diminuer chez les enfants en particulier le temps passé devant les écrans. On revient à une autre de nos émissions, nos chroniques. Diminuer avant 2-3 ans, pas d'écran. De 3 à 6 ans, maximum 1 heure par jour. De 6 à 17 ans, maximum 2 heures par jour. Au-delà, à l'âge adulte, favoriser l'activité physique et pas seulement le sport. Et c'est un rôle de médecin, de tout médecin, un rôle de médecin généraliste, de prescrire une activité physique adaptée à la personne, à son sexe, à son âge et à ses capacités, en plus de ses activités quotidiennes, prescription d'une activité physique sur ordonnance. Mais alors je dis bon courage parce que c'est très difficile à mater tout ça. Oui, mais n'oublions pas, comme je disais l'autre fois, que la sédentarité, c'est quelque chose qui est addictif et c'est quelque chose qui va faire que moins on va bouger, moins on va avoir envie de bouger. Donc, moins on va bouger et plus on va avoir les conséquences qu'on a vues. Et voilà. Vous avez tout compris, n'est-ce pas ? On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir.